En 1985, les États-Unis et plus particulièrement la Californie est terrorisée par une série de crimes macabres. Selon l'histoire, le tueur aurait été inspiré par une chanson. Partons sur les traces du traqueur de nuit. Lorsque Richard Ramirez avait 12 ans, son cousin militaire Miguel est revenu de la guerre du Vietnam. C'était en 1972 et à El Paso au Texas, Richard vivait des moments difficiles avec une mère qu'il n'aimait pas et un père alcoolique et violent. Miguel devient très rapidement son idole. Les voisins, quant à eux, disent que le jeune homme n'est pas bien revenu de la guerre, qu'il est psychologiquement mal en point. Richard ne se soucie pas de ses commentaires, il s'amuse uniquement avec son grand cousin. À l'heure de la sieste, Miguel lui apprend à tirer avec un vrai fusil. En même temps, c'est un Américain, il ne faut pas se surprendre à ce niveau-là. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'il lui apprend aussi à manier un couteau, et vous l'aurez compris, c'est pas pour apprendre à couper son burger, mais pour apprendre à se défendre et à se battre au corps à corps. Lorsqu'il était fatigué, l'ancien soldat lui montrait des photos Polaroid qu'il avait amenées du Vietnam, où il en avait eu assez de tuer les Charlie comme il le mentionnait. Sur ces photos, Richard voyait des rizières et des villages au second plan. Jusqu'ici tout va bien, mais au premier plan, comme vous vous en doutez, c'était beaucoup moins glamour. Des corps de femmes, certaines nues, toutes mortes. Puis, en les montrant du doigt, Miguel racontait à son petit cousin comment lui et les garçons de sa compagnie les avaient violés et tués. Peu de temps après, ce qu'il avait vu sur la photo se transforma rapidement en réalité. Lorsque Miguel, après une querelle avec sa compagne, décida de lui tirer une balle en pleine tête. Après cette tragédie, les chemins des deux cousins se sont séparés. Miguel a pris la fuite d'El Paso où il était recherché pour meurtre et Richard est resté chez lui jusqu'à ses 15 ans, lorsqu'il a décidé de partir et enfin de tenter sa chance à Los Angeles. Il avait prévu de travailler et fonder une famille, mais ses plans ne vont pas se passer comme il l'avait imaginé. Dans les années 80, Los Angeles se prépare fébrilement à accueillir les Jeux Olympiques de 1984. Et Richard a déjà fait son petit bout de chemin et en quelques années, il a réussi à se faire une réputation non pas comme acteur, mais il s'est fait une réputation de la police californienne, qui ont l'habitude de le loger dans les cellules de ses commissariats. À l'époque, il était considéré comme un voleur ordinaire, même s'il était parfois un peu violent. Voici l'étendue de tout ce qu'il y avait dans son dossier au commissariat. Il avait été emprisonné pour avoir volé les clients des hôtels louches où il travaillait, pour 2 tentatives de carjacking ratées, pour possession de drogue et même pour une tentative de viol, bien qu'il ait été rapidement relâché parce que la victime avait retiré sa plainte. Mais il ne se consacre pas seulement au crime. Il lit aussi avec avidité tout ce qui touche aux sectes, à l'ésotérisme, aux démons divers et aux pratiques sataniques. En matière musicale, ses goûts allaient dans le même sens lorsqu'il écoutait un groupe spécifique qui, selon lui, le faisait voler. Il se défonce avec ce qu'il peut, marijuana, cocaïne ou LSD, selon les moyens dont il dispose pour les acheter au moment venu. Lorsqu'il était défoncé, sa tête mélangeait ses lectures obscures avec du heavy metal et les photos Polaroid de son cousin Miguel. Puis il ressentait un picotement très fort. En 1984, il a franchi le pas dans une nouvelle catégorie de crimes. Richard avait l'habitude de mettre son Walkman et d'écouter du hard rock pour se donner de l'énergie. Et c'est à ce moment-là que son instinct l'a poussé à sortir et à commettre l'irréparable. Sa première victime était une fillette de 9 ans à San Francisco. Il l'a entraînée avec ruse dans le sous-sol de l'immeuble où il vivait. Il l'a ensuite violée et poignardée. Malheureusement, il faudra attendre 25 ans pour que des tests ADN permettent de le relier à ce meurtre. Le 28 juin 1984, il fait une nouvelle victime, cette fois à Los Angeles. Une femme de 69 ans, Jenny Winco. L'erreur qu'elle a commise et qui malheureusement ne lui pardonnera pas est qu'elle a laissé une fenêtre ouverte parce qu'il faisait trop chaud ce jour-là. Elle a été retrouvée sur le sol, à côté du lit, dans une mare de sang. Elle avait été poignardée et sa gorge avait été tranchée de telle sorte que sa tête était presque séparée de son corps. L'autopsie a révélé qu'elle avait été violée. Pour des raisons qu'il n'a jamais expliquées ou parce que la police n'a pas pu découvrir de crime entre-temps, Richard Ramirez a pris une pause de 10 mois avant de commettre un autre meurtre. Peut-être pour se remettre en question? Pas sûr, il revient après autant d'attentes, mais avec plus d'acharnement que jamais pour ses prochaines victimes. En mars 1985, il s'introduit dans un appartement Etudale, Okazaki.
laissant pour morte sa compagne Maria Hernandez. La même nuit, il tue une autre jeune femme, Tsai Lian-Yu. 3 jours plus tard, il a assassiné une fillette de 8 ans à Eagle Rock, en Californie. Et le 27 mars, il a de nouveau tué. Au cours de tous ces meurtres, il était toujours muni de son Walkman en train d'écouter de la musique pendant qu'il commettait ses crimes. Bien que la police n'en soit pas certaine, les médias font le rapprochement et commencent à parler d'un tueur en série, bientôt surnommé le Night Stalker, ou en français, le traqueur de nuit. Les crimes et les tentatives ratées n'ont pas cessé. Les victimes n'étaient plus seulement des femmes et des enfants, mais aussi des hommes. Le 29 mai, il a tué Malvia Keller, 83 ans, et sa sœur Blanche Wolf, 80 ans, invalide, retrouvée sauvagement battue dans la chambre à coucher. Malvia ayant également été violée. Sur le mur de la chambre, le tueur avait laissé une étoile inversée à 5 branches, dessinée au rouge à lèvres alors qu'il écoutait sa musique. Du moins, c'est ce que l'on pensait. Il avait déjà dessiné des pentagrammes et d'autres symboles. Visiblement, il commençait à trouver sa signature. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un tueur en série. L'affaire est confiée à l'enquêteur Frank Salerno et à son jeune assistant, l'inspecteur Gilles Carillo. Ils étaient déconcertés, ils savaient qu'ils poursuivaient un tueur en série, mais un tueur très étrange. Les profileurs du FBI soutenaient à l'époque et soutiennent toujours que l'une des caractéristiques des tueurs en série est qu'ils s'écartent rarement d'un mode opératoire dans lequel ils se sentent à l'aise ou qui leur procure du plaisir. De même, les victimes d'un même tueur ont des caractéristiques communes. Or, le Night Stalker ne remplissait aucune de ces conditions. Il a tué de différentes manières et a utilisé toutes sortes d'armes, des pistolets aux couteaux en passant par une machette, un marteau, une barre de fer et une batte de baseball. Ces victimes allaient des enfants aux personnes âgées, des jeunes aux adultes. Il s'agissait d'hommes et de femmes, parfois violés, parfois non. Parfois il les tuait, parfois il les laissait en vie sans explication. Le seul schéma qu'il suivait pour tuer était le plaisir qu'il prenait à regarder les yeux de ses victimes. Un fait notoire que nous avons mentionné est que lorsqu'il partait à la recherche de ses victimes, il avait toujours son Walkman avec lui. Sur l'une des scènes de crime, il a négligemment laissé derrière lui une cassette AC/DC et certains pensent que sa méthode de cambriolage et de meurtre a été inspirée par la chanson Night Prowler. C'est là que se trouve le premier indice de ses goûts musicaux. L'envie de tuer les uns et de laisser vivre les autres est raison de Richard Ramirez. Lors de son dernier raid, il a maîtrisé un couple marié surpris chez lui. Il a tué l'homme et violé la femme à côté du cadavre de son mari. Il s'est ensuite levé et est parti la laissant vivante sur le sol. Par la fenêtre, la victime a aperçu une camionnette Toyota qui démarrait et s'éloignait à toute vitesse. À l'arrivée de la police, elle l'a décrite. Par coïncidence, un adolescent voisin du couple avait noté la plaque d'immatriculation de la camionnette parce qu'elle lui semblait suspecte. Peu après, le véhicule est retrouvé abandonné et les empreintes digitales relevées sur les poignées et le volant correspondent à celles figurant sur le casier judiciaire de Richard Ramirez. Le lendemain, les rues de Los Angeles sont jonchées d'affiches portant le nom et la photo d'identité du Night Stalker. Sa photo fait également la une des journaux. Ramirez n'était même pas au courant car la nuit même du crime, il avait quitté la ville. Il est revenu quelques jours plus tard et a été identifié par les passagers du bus dans lequel il voyageait. Ils ont essayé de l'attraper, mais il a sauté sur l'asphalte et a couru comme si le diable l'emportait. En chemin, il a essayé de voler 3 voitures, mais n'y est pas parvenu. Lorsqu'ils ont réussi à lui couper la route, ils l'ont frappé à coups de poing et de pied sur tout le corps. L'arrivée de la police lui a évité d'être lynché à mort. Menotté et surveillé par des dizaines d'agents, Ramirez a été emmené dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat de police d'East Los Angeles. Selon le témoignage du policier George Thomas, présent dans la salle, le jeune homme de 24 ans qui a terrorisé une grande partie de la côte ouest des États-Unis pendant plus d'1 an s'est mis à fredonner une partie des paroles d'une chanson. Thomas l'a immédiatement reconnu. Il s'agit d'une chanson du groupe de heavy rock australien AC/DC. Cela lui a permis de s'identifier grâce à cette fameuse casquette trouvée sur une scène de crime. Il avait auparavant fait des recherches sur le groupe et l'avait écouté entre 80 et 100 fois, comme il l'a déclaré lors des audiences préalables au procès. La seule chose que se répète dans la plupart de ces crimes est peut-être un élément unique. Richard s'introduit dans les maisons et assassine, maltraite, mutile et terrorise derrière des portes closes.
tout comme le protagoniste de la chanson Night Prowler d'ACDC qui, selon la police et les journalistes, a peut-être inspiré ce jeune homme perturbé à devenir ce qu'il est devenu. Ainsi, lors d'un interrogatoire, Richard a déclaré « ACDC m'a poussé à tuer. » Au final, Richard Ramirez est accusé de 14 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 9 viols, dont 3 sur mineurs, 2 enlèvements, 4 actes de sodomie, 2 crimes forcés, 5 cambriolages et 14 violations de domicile. Il était soupçonné de bien d'autres crimes, mais son mode opératoire, erratique et l'absence de témoins ne permettaient pas de l'éprouver. Le procès télévisé a commencé en 1989 et a duré plusieurs semaines. Il y a eu beaucoup de témoignages choquants et beaucoup de théâtralité de la part de l'accusé, comme le mentionnent les journalistes. Autre fait étonnant, lors des audiences, Ramirez dessinait des pentagrammes sur sa main et les brandissait devant les caméras en souriant aux gens. Les juges ont été stupéfaits d'entendre ces derniers mots avant la sentence. Vous ne me comprenez pas. On n'attend pas de vous que vous le fassiez. Vous n'en êtes pas capable. Je suis au-delà de votre expérience. Je suis au-delà du bien et du mal. Je serai vengé. En contrepoint de l'horreur qu'il provoque chez la majorité de la population, le Night Stalker suscite également d'autres émotions. En prison, il reçoit des lettres d'amour de femmes qui le trouvent séduisant et n'ont pas peur de lui. Ramirez y répond rapidement et noue bientôt une relation amoureuse avec l'une d'entre elles, Doreen Lioy, qu'il épouse en 1996. Après la cérémonie, lors d'une conférence de presse improvisée aux portes de Saint-Quentin, la femme n'a pas caché sa joie. Je veux juste dire que je suis très heureuse aujourd'hui et que je suis très fière d'être l'épouse de Richard. J'espère que vous respecterez ce jour et que vous me laisserez partir et en profiter en paix. A-t-elle déclaré aux journalistes. Puis, le 3 octobre 1989, le jury l'a condamné à 19 peines de mort. Il écoute le verdict sans manifester la moindre émotion. Puis, se tournant vers les journalistes qui couvrent le procès, il déclare « Rien n'est mal, rien n'est faux. La mort a toujours été là. On se retrouve à Disneyland. » Richard Ramirez a passé 23 ans dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin, en Californie, avant de mourir d'un lymphome en 2013, à l'âge de 53 ans. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait attendre autant de temps dans le couloir de la mort, si c'était pour le tuer avant, si c'est commun ou pas. Très honnêtement, c'est la première fois que je voyais ça. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous avez la réponse pourquoi ils ont fait attendre le mec 23 ans dans le couloir de la mort alors qu'il allait se faire tuer, si c'est pour attendre au final qu'il meure de vieillesse. Ça n'a pas fait de sens à mon niveau, mais dites-le moi si jamais vous le savez, c'est avec plaisir que j'essaierai de comprendre ce point. Pour continuer, il convient de mentionner que 4 ans auparavant, il s'était séparé de Doreen Lioy. Croyez-le ou non, plus de 10 ans après sa mort, l'effet Richard Ramirez perdure dans l'histoire d'ACDC dont la réputation a été affectée par ce tueur fou. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné plus de contexte sur qui était ce tueur sanguinaire. Et si vous avez des recommandations sur le thème en règle générale ou sur d'autres sujets sur lesquels je pourrais travailler, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Et dans tous les cas, je vous dis sur cette même chaîne vendredi prochain. Bye bye!